Radio Clamart. Bonjour à tous, Radio Clamart, nous sommes le lundi 28 janvier 2013, déjà bientôt le mois de février, avec comme d'habitude à ma droite Garo. Salut Stéphane. Comment va Garo ? Bah Garo va bien. T'as passé un bon week-end ? Un long week-end et bon week-end, effectivement. Ouais. Tu as fait quoi ? Non, Écoute, on va pas rentrer dans les détails. Garo qui va commenter l'actualité avec nous, comme d'habitude, le lundi et le mardi soir, au fil de l'actu. On va notamment parler du mariage gay, parce que c'est quand même feu de l'actualité depuis quelques temps. Il y a une grosse manifestation qui a réuni pas mal de personnes hier. 200 000 selon les organisateurs et 800 000 selon la police. Trois fois moins que celle il y a 2 semaines quand même. Bon, voilà. On va parler de Florence, qui a été libérée, du Mexique, cassée, absolument. Du Vendée Globe, un vainqueur, le plus jeune vainqueur, Gavard. François, qui a fait le tour du monde en moins de 80 jours. Comme Jules Verne. Comme Jules Verne, c'est ça. D'accord. Et puis, nous allons aussi parler du Mali. Et après, une ville a été prise, là, c'est ça, par les Français ? Prise par la coalition franco-malienne, Tombouctou. Tombouctou. Et ouais, on connaît Tombouctou dans les expressions un peu... Un peu quoi ? Un peu... Tombouctou, c'est une ville africaine du Mali. Oui, mais un peu... Connu. Voilà, quoi, tu vois. Genre, très sympa. On ira à Tombouctou, tu vois. Familière, exactement. Et Tombouctou, c'est pas qu'une expression familière, c'est aussi une ville historique et millénaire. D'accord. Vous avez entendu la voix off Ben qui nous fait tous les jingles. Tu sais, pour Radio Clamart, tout ça, il est là, il est dans le coin. Et aujourd'hui, nous avons un invité. Nous sommes ravis de l'accueillir. Vous le connaissez peut-être. On parle beaucoup de cette fameuse émission qui est revenue au goût du jour, dans une petite chaîne maintenant, Énergie 12. D'ailleurs, je sais pas si ça fonctionne bien, mais c'était le dernier gagnant de la Starac. Et c'est Michael Srea qui est parmi nous. Bonjour, Michael. Bonjour. Mike, ouais. Merci d'être là. Qui est notre voisin ? Parce qu'on, c'est pas un secret, t'es châtillonnais, c'est pas très loin de Clamart. Tu connais un petit peu Clamart ? Clamart beaucoup moins, j'ai des amis qui y habitent, mais moi en même temps je connais pas vraiment ni Châtillon ni Clamart, dans le sens où je suis souvent enfermé dans un studio d'enregistrement. D'accord. Donc, voilà. Et on va parler justement de tout ton aspect studio, d'enregistrement, etc. juste après. Alors une petite présentation de Mike quand même. Allez, une petite bio, pas une nécro, hein. C'est ta bio. Vas-y. Auteur, compositeur, interprète, découvre la musique dès son plus jeune âge. Il acquiert une solide formation musicale à l'École nationale de musique et de danse de Charleville-Mézières. Tout à fait. Tu es natif de Charleville-Mézières ? Tout à fait. D'accord. Comme Rimbaud. Provincial en fait. Tu es voilà. Charleville-Mézières, très connu, ce qui est un festival de marionnettes à Charleville-Mézières. Je l'apprends pour ta culture personnelle, Garo. Je l'apprends. Voilà. Au final, on est très connu on est assez connu dans la culture, dans l'art, entre Rimbaud et le festival mondial, quand même de la marionnette, c'est pas dégueu. Tu y retournes de temps en temps à Charleville-Mézières, t'as de la famille, je suppose. J'ai mes parents qui y habitent toujours, j'ai un peu de famille aussi, oncle, tante, voilà. Donc j'y retourne quand je peux. Alors, au début, c'était une fois par mois quand je suis arrivé sur Paris. Maintenant, c'est plus une fois par an, mais bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Pendant 9 ans, tu étudies donc le solfège, l'harmonie, la guitare et le chant. Voilà, formation complète autour de la musique. À l'âge de 16 ans, il remporte le premier prix. Déjà, tu avais remporté un premier prix d'un concours de chant régional. Ouais, complètement. Voilà. Cela lui permet de sortir son premier single. C'est ça ? Ouais. C'était quoi comme single ? Tu veux pas dire qu'on peut trouver de toute façon sur internet. D'accord, ça avait bien marché ou pas ? Non, pas du tout. Non, si ça s'était vendu à, je sais plus, je crois qu'ils en avaient sorti 1000 et les 1000 étaient partis parce que bon, c'est Charleville et puis bon, mais voilà, c'est une petite ville, donc c'est un peu normal. Il y a pas la Fnac à Charleville. C'était pas la Fnac, c'était au marché de Charleville. Non, c'était dans une petite librairie disquaire au du Carrefour, bref, les magasins locaux, quoi. C'était le début en tout cas. À l'âge de 16 ans, tu remportes donc ce premier prix et ensuite tu fais le festival à 17 ans international de Mangalia en Roumanie. Ouais. Truc incroyable. En fait, je vais enlever le casque parce que il me sert à rien du tout. Tu t'entends pas peut-être ? Non, si, je m'entends pas. D'accord, ça c'est Greg, on va le virer pendant les jours. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, truc incroyable, c'est qu'en fait l'année où j'ai remporté le concours Chantons sur la foire, donc le concours régional à Charleville, donc Charleville-Mézières se jumelait, était en plein jumelage avec une ville, donc Mangalia en Roumanie, par rapport à Arthur Rimbaud justement. Qui donc Mangalia montait je crois que c'était une librairie ou une bibliothèque plutôt au nom d'Arthur Rimbaud. Donc du coup ils s'étaient rapprochés de Charleville et ils étaient en plein jumelage politico-commercial ou je sais pas trop quoi. Et donc le maire de Charleville lui-même m'a demandé, vu que je venais de remporter et que j'étais un petit peu la gloire locale à ce moment vraiment précis, m'a demandé d'aller représenter, puisqu'il cherchait un représentant pour la France.
puisque c'était une sorte d'Eurovision. Ouais, fait, c'est ça. Il y avait, je sais J'allais plus, dire. 16 pays qui étaient représentés. Donc il y avait des États-Unis, Canada, l'Israël, enfin de partout, hein, plus ou moins partout. Et tu as joué là-bas donc et donc tu je as suis fait le allé concours. chanter 2 titres là-bas devant 15 000 personnes. J'avais 16 ans et j'ai flippé comme pas deux. Et ouais, c'était. Et tu as remporté le concours du coup? Non, Enfin, non, non, pas du tout. d'accord. Non, non, Là, j'avais non. clairement pas le niveau à l'époque. J'étais de loin le plus jeune et puis voilà, moi j'y allais plus en. Je découvrais tout. Enfin, j'ai pris beaucoup de choses. C'était une belle expérience, très belle expérience. Et on découvre des choses en Roumanie ou De belles filles, si c'est ce que tu veux savoir. C'est ça. C'est joli la Roumanie, tu sais. bah après le passage soviétique, je sais plus ce qu'il en reste. Hein. Non, c'est une ville Peut-être le des frontières, les vieux pays de l'Est. quartier. Il y a c'est les très deux sympa. en fait. Il y a les deux. Fait partie de ces pays où dans la même rue tu peux voir des choses très belles et juste en face des choses très moches. En tout cas, c'est à partir de cette expérience que tu souhaites définitivement faire de ta vie une œuvre musicale. C'est Ouais, bon. ouais, C'est carrément. ça. Ouais, ça, parce ça a que été le ouais. déclic. Bah, quand tu te retrouves sur ce genre de scène complètement de manière improbable, t'as 2 solutions. Soit tu te barres en courant parce que parce que t'es pas fait pour ça, soit tu restes, tu flippes, t'as plus de salive, t'arrives pas à chanter, mais tu kiffes. Ouais. Et donc voilà. Donc je me suis dit ce jour-là, ouais, c'est quand même un métier que j'aime beaucoup. Tu as obtenu ton bac, bravo. Ouais. C'est pas comme La tout le classe. monde, mais toi tu l'as obtenu. Tu l'as eu. Bon. Et intègre les ateliers d'Alice Donna. Bah oui, Alice Donna. Ouais. Fameux cours, atelier d'Alice Donna en effet. Bah, il faut toujours plus ou moins une raison de venir à Paris. Et, enfin, en tout cas, quelque chose de concret, parce que venir à Paris, c'est bien. Tout le Mhm. monde te dit, va à Paris pour faire de la musique, mais bon, une fois que t'as ton appartement, quand t'arrives à le trouver, tu fais quoi? Donc moi, j'avais trouvé cette école-là avec mes parents, on s'était un peu renseigné, ça avait l'air d'être une école, mais au final, je me suis aperçu que c'était une très bonne école. J'ai rencontré des gens super bien, tels que, bon, Alice Donna, il n'y a même plus besoin de la présenter. Un petit lien avec la Starac d'ailleurs, Alice Donna, parce que sa Oui. fille était prof à Voilà, la Starac. Je ça, sais pas c'est- si tu l'avais eu à cette époque-là en 2008 d'ailleurs. Non, moi j'ai pas eu C'est sa juste fille, j'ai après. eu la mère, et j'étais très content avec la mère d'ailleurs. Mhm. Ensuite, oui, c'était un peu comme la Starac parce qu'il y avait des cours d'harmonie. Donc, c'était même mieux que la Starac artistiquement, bien mieux parce qu'il y avait, enfin, pour moi qui suis compositeur, il y avait des cours d'harmonie, des cours d'écriture, des masterclass avec Claude Lemel, voilà, président Mhm. de la SACEM, entre autres, qui est quand même un grand auteur. Donc voilà, les bases artistiques que j'ai, je les ai peaufinées chez Alice Donna, grâce à tout ça. Et du coup, en effet, tu as été sélectionné pour la comédie musicale Les Enfants du Soleil. Alors, je ne savais pas. Ouais. Les Enfants du Soleil. Je sais pas si ça avait très bien marché d'ailleurs à l'époque. Ça n'a pas Non, été un grand succès. Ça a été C'était très Babeli. sujet à la polémique en fait. Hein. Oui. Alors, en 2 mots, c'était l'histoire de Des l'immigration. Harkis, Des Harkis, ouais. entre autres. C'est On ça. était, moi j'étais le fils Harki et la famille des Harkis Farid était, Cherifi, voilà, qui jouait Farid leur- Cherifi voilà, exactement. Et le problème des Harkis était à l'époque un problème très très chaud. C'était en quelle année ça? C'était en 2000, je sais même plus. 2004. 2004, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. 2004, on avait commencé à Marseille, on a fait le plein pendant 1 mois et demi au Dôme, donc c'est pas rien, c'est vachement bien même. En plus à Marseille. Oui, c'est pas anodin, Marseille. Bah oui, il y a une Ouais. grosse communauté, etc. Donc c'était l'endroit idéal. Et puis en même temps, j'ai trouvé ça vachement intelligent de la part des producteurs parce que c'était aussi une manière de dire les spectacles, enfin l'artistique, c'est pas que à Paris, quoi. Faut arrêter. On peut monter de très belles choses avec des gros moyens ailleurs qu'à Paris aussi. Et je trouvais ça plutôt cool, moi, d'aller commencer ailleurs et de finir par Paris au final. Puis c'est ce qu'on a fait. On a fini au Zénith 4 mois plus tard, à la fin de la mini tournée qu'on a faite. On a fait les 3 grandes villes en fait, Marseille, Lyon et Paris, quoi. Et donc non, ça a pas plus fonctionné que ça. Je pense pour plein de raisons. Le spectacle était cool, mais bon, après, bon, Ouais, c'était bon. moi de Bonne toute expérience façon, de scène, en tout cas, j'avais voilà. pas envie non plus de D'accord. faire Notre-Dame de Paris 2, quoi. C'était qui Voilà. l'auteur d'ailleurs de C'était bien Didier Barbelivien. C'était C'est ça. Barbelivien à l'écriture et Cyril Assous à la musique. Et Alexandre Arcadi à la mise en scène. Très bien. Didier Barbelivien quand même. C'est Ouais, bien, sur toi. Arcadie aussi. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Après cette riche expérience, tu trouves ton identité musicale avec des compositions pop-rock alternatives, c'est comme ça qu'on dit, reflétant ta sensibilité et ton goût pour la perfection. Et en fait, tu as créé un groupe qui s'appelait Riff Despline, Ouais. c'est bien ça, Ouais. qui était avant Mars Avenue du coup. Hein. C'était Exactement. vraiment l'un de tes premiers groupes. C'était le même groupe en fait, D'accord, les mêmes avec gens. un autre nom. mais avec un autre nom. D'accord. C'était notre nom avant. Très Avant
la fameuse émission. Cette fameuse émission, on va pas y passer 3 heures. C'est jamais évident de parler de ce genre d'émission, parce que c'est vrai que souvent, ceux qui ont fait la Star Academy ou autre chose, on a l'impression qu'ils ont du mal à en parler, parce que pour certains, ça a été une rampe vraiment de lancement, ils assument complètement. D'autres, comme Oliver Ruiz, comme Jennifer, etc., bon, c'est un peu moins évident de revenir dessus. Avec toi, on peut en parler là Moi, quelques minutes. je comprends pas qu'on puisse m'en parler en fait. D'accord, Ouais. donc on peut en parler avec toi, Donc, sans oui, problème. aucun problème. 2008, rampe de lancement et vainqueur de la Star Race, ce qui n'est pas rien. C'est pas mal. Ouais, tu gagnes en finale à 52%. devant Ouais, Alice, c'est ça, je crois. Ouais, ça. C'est une large victoire quand même. Et donc c'est la dernière saison. Et c'est l'année où il quitte le château, où vous allez dans le C'est marais. ça, exactement. On était dans le marais. Ah, t'étais dans le marais. Ouais. D'accord. Justement, Et, on va parler du mariage gay après, donc il y a un Alors lien. on reprend Bon. la transition. Sans plus tard. transition. Sans transition. Mais alors non, mais juste une anecdote quand même sur les coulisses, etc. Il paraît qu'il y a eu des problèmes de voisinage alors avec toute cette installation, vos allers-retours, les chants, etc. Et que... Oui, enfin nous on les a pas vécu les problèmes de voisinage Ah parce non. qu'on était de toute Hyper façon on protégés. Vous était êtes au courant de entendu, rien du tout. Ah, nous, c'était quand même une non. bulle. Nous on a été au courant qu'il y a eu des problèmes après. Mais non. Donc en tout cas, c'était grosse, pas- belle expérience, mine de rien, parce que Très, très belle tu chantais expérience. devant du coup des milliers de téléspectateurs. Ouais. Ouais, 5 millions en moyenne quand même. Ouais, une caisse de Pas des résonance milliers, hein. hyper Et surtout importante. à côté d'artistes, voilà. Tels que Au Lenny final, Kravitz, pas que, des super Seal, duos. Seal, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ouais, je sais même plus tellement. Ça peut paraître hyper prétentieux, mais c'est vrai qu'on rentre dans un truc où chaque semaine, on chante avec au départ, Avec tes idoles, quoi. une vedette, après 2, puis après à la fin, au prime, t'es tout seul et il y a quand même 10 artistes qui viennent, donc c'est toi qui fais la moitié, quoi. Donc c'est vrai que ouais, j'ai fait un jeu. J'oublie souvent, mais j'ai chanté avec Andrea Bocelli dans un autre registre, avec Roberto Alagna, avec qui sont des monstres dans un autre domaine. Donc évidemment, le mien, ça serait plus Lenny Kravitz, mais voilà. Enfin, j'ai une expérience énorme. Enfin, je veux dire, et puis d'ailleurs, je sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'était Patrick Bruel, puisqu'on avait fait un duo notamment ensemble, qui m'avait dit, tu te rends pas compte la chance que t'as quand même chanté avec Johnny Hallyday, quoi. Combien de chanteurs en France, français, professionnels, qui ont vendu plein de disques, n'ont jamais chanté avec Johnny Hallyday. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai que la Starac apporte Ah, ça. quand même. c'est même Patrick Bruel dit ça quand même de Johnny. Bah non, mais c'est. Bah ouais, non, Oui. mais Ouais, c'est grave. un monstre, C'est enfin, après, c'est même plus une question artistique. Moi, j'ai un respect pour Johnny, comme je pense tous les gens Ouais, pour qui sa sont à peu carrière. près bien Oui, conçus qu'on dans aime leur ou qu'on aime tête. pas, bien sûr. Qu'on aime ou on n'aime pas. Enfin, moi, j'ai un respect pour ce mec énorme, et j'ai chanté avec lui. Donc, je pourrais dire à mes enfants, j'ai chanté avec Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout. Je suis content. C'est vrai. C'est énorme. C'est énorme quand même, Garo. Ah, retiens la nuit. Hein. Retiens la nuit. Alors, juste, parce que quand même, t'as vécu un truc où on est filmé 24/24. Je t'avais déjà posé la question en off, mais on va le redire là à l'antenne. On oublie ces caméras. Est-ce qu'on est vraiment naturel ou est-ce qu'on a toujours un œil quand même en se disant merde, je suis filmé, je vais pas me lâcher complètement. Non. Et... Alors en fait, moi, ce que je réponds toujours, c'est que effectivement, on oublie les caméras, mais de manière conditionnelle. Voilà. C'est-à-dire que quand on arrive, surtout quand on est relativement construit, c'est-à-dire que moi, j'avais 26 ans à l'époque, donc je suis à 26 ans à peu près construit, contrairement à quelqu'un qui en a 16. Donc du coup, quand j'arrive dans un château où je vois des caméras qui bougent de partout, bah évidemment, on va oublier les trucs qu'on fait chez soi quand on est tout seul. Je vais pas faire de dessin, mais voilà, des trucs qui sont complètement personnels et que tout le monde fait, mais qu'on n'a pas envie de montrer. Et voilà, donc on fait attention entre guillemets à donner une image de soi qui est quand même Vous avez bien des comme salles. si on est. En fait, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on se comporte là-bas finalement comme si on était invité chez quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est naturel, évidemment, mais de manière conditionnelle. Tu fais pas ce que tu fais chez quelqu'un, chez toi. Enfin, inversement plutôt. Tu fais pas ce que tu fais chez toi, chez quelqu'un. C'est un peu la même chose. Parce qu'au final, on se sent jamais bien chez soi, là-bas. On n'est pas vraiment chez soi, même si on y passe 3 mois H24. Ça reste un truc complètement improbable. Donc voilà, on avait je sais plus combien de centaines de mètres carrés. À la fin, on n'était plus que 2. C'était n'importe quoi. C'était pire qu'un château, hein, j'ai envie de dire. Mais tu ne voyais jamais personne de la production ou autre dans les. Non. Alors, si juste on voyait une équipe qui nous ravitaillait en bouffe, Ouais. notamment en bouffe, après pour des trucs d'instruments ou des trucs techniques, parce qu'on avait pas mal d'instruments sur place, mais oui, les ravitaillements se faisaient pendant l'heure CSA, qu'on appelait l'heure CSA, qui est une heure où les caméras sont off. Voilà, il y a deux heures comme ça en pleine journée, c'est une pendant midi et une le soir. Voilà. Bah, au-delà de ça, c'est pas C'est un petit peu la cour de récré,
Même si on n'avait toujours pas le droit de téléphoner. Je me rappelle. Ouais, non, le téléphone, c'est vraiment 1 minute par jour. Ça, c'est pas des bêtises, c'est clair. L'autre chose aussi, c'est moi, je me rappelle, c'était quand même improbable aussi, c'est que c'était pendant les élections d'Obama. On a été au courant 2 jours après qu'Obama était passé. Ah, t'es complètement coupé du monde. C'est-à-dire que la plupart s'en foutaient, mais moi, notamment avec Edouard, qui était mon pote sur place, qui était vraiment mon second, quoi. On avait hâte de savoir, quoi, qui était passé, quoi. Et on l'a su parce que un vigile, un des gardiens du temple, vous a confirmé, nous a confirmé le truc en mode en secret, quoi, parce qu'il fallait surtout pas qu'on sache. Alors bon, il y a des trucs je pense que tout ça est fait simplement pour qu'on pète les plombs. Voilà, surtout nous, les gens un peu plus âgés, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de se sentir en contact avec la réalité, et là-bas, on n'est pas du tout. Cette saison, ils avaient décidé de vous exporter un peu plus en dehors de la maison, aller à la rencontre des fans en pleine journée, et non pas cloîtrer constamment dans le château. Enfin, ils le faisaient déjà à l'époque, hein. Oui. Les trucs organisés de sortie, genre au cinéma ou dans un parc où on faisait des improvisations, on prenait nos grattes, on jouait. Ça, ils l'avaient déjà fait, hein. Moi, j'avais posé la question. Je pensais aussi qu'on était les seuls, mais non. En fait, ils l'ont fait à chaque année. Tu suis la Starac aujourd'hui? Ce qui sur Énergie 12, non? Mais en fait, ça paraît bête, hein, et je le dis pas. J'ai fait la Starac, j'assume complètement, mais je n'ai jamais vraiment suivi, moi, ni avant ni après, parce que ça m'intéresse pas. Dans le sens où, d'ailleurs, Edouard et moi, en sommes bien la preuve. On était clairement les 2 musiciens de cette Starac-là, en tout cas. À aucun moment, même si on nous l'a promis, et c'est bien pour ça que lui comme moi, on a voulu faire celle-ci, c'est qu'il devait mettre en valeur les auteurs, les compositeurs, ceux qui faisaient les 2. Il devait vraiment les mettre en devant de scène, ce qui n'a jamais été le cas. Il devait nous faire des primes avec les compos. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Avec vos compos à vous. Ah oui. Ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà, donc ils nous ont bien eu aussi, et c'est pour ça que je regarde pas ces émissions-là, parce que moi, regarder les gens réinterpréter des tubes, ça me branche pas, ça m'intéresse pas. Voilà, alors, juste pour finir sur cet épisode Starac, donc du coup une notoriété soudaine, finalement, que tu prends en pleine face. Complètement. Comment tu gères ça justement? Donc tu sors du château, en plus, t'es gagnant en plus, donc voilà, t'es quand même. Tu ne gères pas. Tu fais la couve tu dois avoir magazine. une attachée de presse qui te fait tout le boulot, et toi tu dois répondre aux interviews, quoi. Non. Même pas. Non. Non, mais le côté, tu sors dans la rue, on te regarde. Enfin, les regards sont appuyés, en fait, ce genre de choses. Moi, je sortais plus. Voilà, clairement. D'accord. Parce que j'ai hâte d'avoir une notoriété, parce que ça voudra dire que j'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est-à-dire à transmettre mes chansons, ma musique aux gens. Et forcément, ça passe par le fait que les gens l'écoutent et qu'ils me reconnaissent et que machin. Mais avoir une notoriété parce que t'as fait un jeu télé, et parce que t'as chanté avec Johnny Hallyday, c'est bien, super. Mais moi, pour moi, peut-être j'en ai pas. En même temps, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais t'es bête, t'aurais dû en profiter, machin. Ouais, peut-être. Mais moi, je l'ai pas fait parce que ça ne m'anime pas. J'ai pas fait ce métier-là pour être connu. J'ai fait ce métier-là pour être reconnu. Voilà. Et la grande différence, elle est là. Mais justement, t'as pas sorti ton album tout de suite après. T'as quand même attendu 2 ans avec ton groupe pour sortir ton nouvel album post-Star Academy. Ouais. Pourquoi t'as pas profité justement de cette vague-là pour te faire connaître? Alors ça, c'est le problème de maison de disques davantage qui sont arrivés après. Ah d'accord. C'est-à-dire que moi, grosso modo, pour faire taire ceux qui penseraient mal, souvent on pense que les maisons de disques veulent te cadrer, te faire tel truc et pas tel autre, machin. Moi, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire, a priori, ils ont 2 façons de faire. C'est soit ils t'imposent les choses jusqu'au moment où tu dis non. Ça, c'était universel. Voilà. Jusqu'au moment où tu dis non parce que t'as tes volontés, etc. Et donc, du coup, les portes se ferment. Soit ils te laissent, moi, ce qui ne m'est pas arrivé. Soit ils te laissent, ça c'est ce qui m'est arrivé à moi, ils te laissent faire tout ce que t'as envie. Parce que t'es créatif, parce que t'as envie de faire plein de choses, parce que t'as ton groupe, parce que t'as ton histoire déjà. Et au final, ils sont très contents parce que ils n'ont pas grand chose à gérer au final. En plus, moi, j'ai un studio d'enregistrement, donc pour eux, c'était le paradis, quoi. Sauf qu'en fait, ils m'ont laissé tellement tout faire qu'ils n'ont jamais réussi, à aucun moment, à raccrocher le wagon et à dire, OK, on va faire ci, on va faire ça. Moi, j'aurais adoré avoir des gens qui s'occupent de moi, sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà. Moi, j'ai tout fait tout seul. Même le développement de l'album, le développement marketing, je l'ai géré moi-même avec un ami
qui est designer, qui est graphiste et avec qui on a monté tout un concept. Mais c'est-à-dire, à ce moment-là, t'appelais Universal, ils se disaient, bon, bah, débrouille-toi, ou bien c'est qu'ils répondaient plus, ou bien... Non, c'est la technique des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de choses à gérer, c'est de dire rappelle-moi plus tard. D'accord. Voilà. Donc c'était jamais non, mais c'était jamais oui, et c'était jamais maintenant surtout. Voilà. En tout cas, il y avait en effet ce fameux groupe Mars Avenue. Ouais. Vous avez sorti un album. Alors, il est pas sorti. Il est pas sorti. Vous l'avez fait. On a la sueur de notre front. Ce groupe existe toujours. Il est là. Toujours, complètement. Vous avez fait quelques lives quand même, quelques scènes. On a fait pas mal de scènes. On a rencontré une productrice de tournée, voilà, qui s'est intéressée à nous de près et qui est toujours là d'ailleurs, qui attend notre retour impatiemment parce elle fait partie de nos premières fans. Voilà, quelqu'un qui est vraiment à qui je rends hommage d'ailleurs au passage. Je fais un petit clin d'œil à Nicole parce que salut Nicole. Voilà, Nicole Mingasson de son nom. C'est, je pense, la deuxième personne, voilà, avec les reins qu'elle a, tout comme mon père, qui a cru en moi et en nous à ce point-là. Voilà, c'est-à-dire de manière. Une troisième personne qui s'appelle Mitch Olivier aussi, je crois, non? Oui, ben Mitch. Alors Mitch, c'était à l'époque déjà le réalisateur. On le met toujours. Il y a les gens qui sont autour du groupe et le réalisateur. Comme pour les Beatles ou comme pour je sais pas quel groupe, il fait presque partie du groupe. On le considère pas comme un satellite. Oui, presque il fait partie de la team. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas parlé de lui, mais d'accord. Évidemment Mitch Olivier, qui est un réalisateur assez réputé, qui a beaucoup de parcours, que ce soit dans le hip-hop, dans le rap, dans le rock français. Enfin, il a fait pas mal de choses. Et ouais, il a cru en moi lui aussi depuis un bon moment. Ouais. Effectivement, il était là. Donc du coup, là, votre album est terminé, enfin la conception, la composition. Alors l'album était effectivement est terminé depuis un moment. Ouais. Tu souhaites le sortir du coup, enfin non, je le sortirai pas. En tout cas, c'est pas prévu et je pense pas que ça change. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi j'ai eu besoin de passer à autre chose en fait. Voilà, cet album-là quelque part me rattache un peu à cette histoire. Pas que à la maison de disques, c'est pas une revanche ou un truc que j'ai contre la maison de disques, pas du tout. Voilà, ça s'est passé comme ça, c'est passé comme ça. Moi, j'ai aucune, enfin, j'ai pas le temps d'avoir de la rancune. Voilà, j'ai autre chose à faire. Donc, je tourne la page et je suis en train de recréer en fait en ce moment. D'accord. Voilà, donc je passe à un nouvel album. Voilà. Donc, faudra savoir pour nos fans qu'il y a 2 albums qui existent, mais qui ne sont jamais sortis. Voilà, c'est toujours intéressant pour les fans. 2 albums, mais que vous n'écouterez jamais. Peut-être qu'un jour, ils seront sur le net. On sait jamais, Il y a des gens qui l'ont quand même, donc, on sait jamais. Mais en tout cas, tu souhaites sortir quelque chose dans peu de temps, en tout cas. Ouais. On travaille dessus. Là, j'ai même pour projet d'aller un petit peu voir ce qui se passe aussi à l'étranger parce que notre musique, enfin, moi, est essentiellement influencée de groupes anglo-saxons. C'est de la pop que tu fais, toi, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, grosso modo, c'est de la pop. Après, voilà. Chanter d'ailleurs en anglais, en français. Alors, pour l'instant, je vais dire les deux parce que j'ai pas encore tiré un trait sur le français. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime cette langue, malgré tout. Mais c'est vrai que la musique que je fais, comme beaucoup de groupes, d'ailleurs, en France, le disent souvent, c'est que la démarche dans l'écriture anglo-saxonne, dans l'écriture de texte, donc en anglais, n'est pas du tout la même. Elle est pas aussi littéraire, j'ai envie de dire, que... On est plus dans la sonorité, enfin, on recherche plus ça. Oui, et puis je pense qu'un anglais, je prends toujours cet exemple, c'est que dans le rock, un anglais, il a le droit de dire je t'aime, s'il a envie de dire je t'aime, il se posera pas la question. Led Zeppelin, ils l'ont fait, et de manière très admirable. Ici en France, à part Lara Fabian, je vois pas qui peut le faire sans que ça paraisse ridicule, surtout dans le rock. Donc Johnny. Ouais, Johnny. Voilà, il met un que devant en plus, il dit que je t'aime. Certes. Bon. Mais bon. Voilà, donc c'est vrai que c'est une histoire de... Mais concernant la pop en français, je veux dire, t'as Goldman qui s'en sort... Ouais, il est pas classé dans la pop, Goldman. Bah, il fait quand même des morceaux plutôt pop. La pop Ouais, enfin moi c'est quand même plus Radiohead que Jean-Jacques Goldman. Donc, D'accord, mais Goldman, je veux dire, c'est pas infamant de dire Goldman non plus. Non, c'est très bien Goldman, j'adore Goldman. Mais je veux dire, quand on parlait de la pop, pour moi c'est de la pop, mais bon, à l'avenir je me tais. Non, bon. Non, mais je veux dire, la langue française, il la manie parfaitement bien.
Et en musique, ça s'entend. Après, il y a d'autres styles dans le rock. Après, c'est sûr, Radiohead, côté français, c'est un peu difficile, en langue française du moins. Non, mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on fait de la musique, avec un certain lyrisme, c'est-à-dire que Radiohead ou Muse ou même Coldplay, on peut dire, quelque part, ont un lyrisme dans leur mélodie, ça chante vraiment, il y a du chant, quoi. C'est des vraies mélodies, c'est pas... Les groupes de rock français, qui à mon sens sont pas du tout dans ce lyrisme-là. Ils sont dans du texte, en premier lieu, 4 accords de rock qui tournent bien, et basta. Je veux dire, Noir Désir, c'est ça. Moi, j'adore Noir Désir, mais pas du tout pour les mêmes raisons que j'adore Radiohead. Voilà. Radiohead, il y a un lyrisme. Noir Désir, tu viens écouter Noir Désir, je vais écouter un poète, quoi. C'est un poète qui envoie le boulet parce qu'il chante comme un fou, mais pour moi, c'est pas un chanteur, ce mec-là, c'est un poète qui chante. Nuance. D'accord. En France, on a vraiment la culture du chanteur qui, moi, du chanteur à texte. Me les casse. Voilà. Non, je veux dire dans le lyrisme. Dans le lyrisme. C'est plus le chanteur de variété, quoi. Voilà. Dans le côté anglo-saxon, il y a des vrais chanteurs dans les groupes de rock, presque plus rock que les groupes français, enfin même beaucoup plus la plupart du temps, puisque c'est quand même eux qui l'ont inventé. Et ça chante tout autant que nous, on va chanter dans de la variété, concrètement. Donc il y a un décalage, je trouve. J'ai pas réussi à trouver un chanteur vraiment rock qui a des mélodies avec un lyrisme anglais en français. J'ai jamais réussi à trouver ça. Donc d'ailleurs, peut-être qu'il y a un truc à faire, mais je pense qu'on est nombreux à essayer et que ça ne fonctionne pas. Le public en France n'arrive pas à accrocher, quoi. Alors, peut-être déjà ça, mais je pense même avant ça, je pense que même en termes à l'oreille, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai peut-être un nom qui m'est venu une fois, effectivement. Je pense que ce mec-là, s'il avait continué, aurait pu partir là-dedans. C'est Paul Naref. Paul Naref avait ce don, je pense, d'avoir des textes avec des couilles, ou en tout cas barrés, ou enfin quelque chose, une âme, quoi. Dans tous ces textes, il y a un... Alors c'est pas lui qui écrivait d'ailleurs, mais... Et puis un vrai lyrisme dans sa musique, quoi. Enfin, je veux dire, il y a certains titres, ça aurait pu être du Muse, je suis sûr que Muse reprend du Paul Naref, ça fait pas tâche du tout, quoi, au contraire. Et voilà, c'est le seul mec qui, pour moi, dans la variété française, a été hyper rock'n'roll. Depuis un petit moment. Et puis plus récemment, il y a eu M aussi qui est quand même assez rock'n'roll et que j'aime pas mal. T'as une autre activité aussi qui est la gestion, je sais pas comment on peut dire ça, d'un studio. Oula. Oui. La gestion, en tout cas je retourne mon bonnet. Bah oui, il faut en parler parce que je crois que tu passes beaucoup de temps d'ailleurs là-bas. Ouais, c'est producteur, non? C'est pas le métier de producteur? Je sais pas si on peut dire producteur. Non, c'est la mise à disposition d'un studio, d'un vrai studio qui est assez grand, qui se trouve à Paris d'ailleurs. On peut dire le nom? Oui, complètement. Twin Studio. Twin Studio. Voilà. Un studio, bah oui, on peut dire le nom. On peut bien le dire fort même, parce que ça fait un moment qu'on donne de nous-mêmes avec un ami, notamment Monsieur Benjamin Terrier, pour ne pas le citer. On connaît bien. Voilà. Donc Twin au départ est un studio d'enregistrement que mon père a racheté il y a quelques années maintenant. En tout cas, il a racheté le fonds de commerce. Avec des gens assez connus qui sont passés par ce studio. Complètement, ça va de Jean-Louis Aubert à Orita Mitsuko, à Jean-Jacques Goldman, en passant par Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, voilà. Après, dans le paysage un peu plus rock, il y a eu les Rita, il y a eu Bachung, il y a eu dans le hip-hop, il y a eu Kerry James, à la belle époque, il y a eu Bruno, enfin moi je connais, Doc Gynéco, pardon. Oui. Voilà, Doc Gynéco qui a fait l'album là-bas, voilà, The Album là qui a cartonné en 80, je sais plus combien. 17. Hein, c'est ça. Comme ça. 17. Donc voilà, qui a été fait là-bas. Il y a eu Mick Jagger qui est passé aussi. Il y a eu plein de monde, quoi. Donc ce studio était incroyable, juste une petite parenthèse. Il fait partie des 5 plus gros studios de Paris, hein, grosso modo. Il est dans un bunker. Ah ouais, il est meilleur que nous, là. Non, mais un vrai bunker, c'est ça, hein, historiquement, c'est un bunker qui, le long du périph', et c'est incroyable. Enfin, toi qui aimes l'histoire, Deuxième Guerre mondiale, etc., c'est impressionnant. D'ailleurs, t'as des fausses fenêtres. Tu sais pourquoi il y a des fausses fenêtres? C'est justement pour que ceux qui bombardent pensent que c'est des maisons. C'était une maison. C'est une maison. Ouais. Il y a un faux toit, donc, puisque c'est un bunker, donc logiquement, il n'y a pas de toit. Mais là, il y en a un. C'est dingue. C'est un faux toit. Ouais, c'est impressionnant. Qui sert à rien. Donc, une activité. Donc on a remonté ce studio-là, on s'est relevé les manches, donc forcément, puis j'étais un peu éduqué comme ça, j'ai un peu touché à tout. Voilà, donc,
voilà, tout. Que ce soit du son ou comme du BTP, j'ai envie de dire, pour refaire les cabines. Enfin bon, bref, on a tout refait avec mes amis proches qui m'ont donné un coup de main et qui aujourd'hui bossent dedans, d'ailleurs. Voilà. Et puis en parallèle à ça, récemment, on a monté un pôle de création artistique. Je sais pas comment on avait réussi. Je sais plus comment. Voilà, agence de création et de réalisation, exactement, sonore. Donc concrètement, t'as besoin de son, tu viens de nous voir, quel que soit le besoin. Une musique de film, du sound design, un jingle, d'accord. La voix off. Il y a Moby qui faisait ça aussi. Bon, après c'est à son niveau, mais c'était son activité. Sur son site, il mettait à disposition pour des producteurs, des réalisateurs, des chansons, enfin des mélodies, pardon, qui pouvaient utiliser. Ça coûtait pas si cher que ça. Pour un habillage voilà, sonore. pour un habillage sonore, etc. D'accord. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, donc nous ça va vraiment de la prise de son, même dans les voix off, du doublage pour les comédiens. Enfin, c'est pas une personne qui fait tout, c'est un ensemble de compétences qui ont été rassemblées autour de ce pôle. Voilà, puisqu'on s'est dit, bah toi tu sais faire ça, mais tu sais pas faire ce que je fais, et inversement, très bien, on va se mettre ensemble, comme ça on proposera tout en même temps. Voilà. Et donc j'insiste bien là-dessus parce que moi, quelqu'un qui me dit je sais tout faire, ça me fait peur. Donc j'insiste bien sur le fait qu'effectivement, on n'est pas tout seul, on est tout un tas de gens qui avons juste décidé d'allier nos compétences. Voilà, tout simplement. Très bien, donc le studio c'est Twin Studio. Twin Studio, et le pôle en question c'est ToneSkill, et ça se trouve porte de la Muette, Paris 16. Il y a un site internet. Il y a un site internet, on va dessus, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Qui est bien fait d'ailleurs. Pour l'instant, Twin Studio a un site, ToneSkill c'est en cours. Bien. Voilà. Garo, une autre question? Non, c'est bon? Moi je suis admiratif. C'est vrai? Moi, les gens qui veulent vivre de leur passion, quelles que soient les difficultés, je trouve ça chapeau, quoi. Parce qu'il faut avoir le cran de se lancer et de ne pas choisir une carrière. Peut-être que à un moment donné dans ta vie, t'as le choix de faire autre chose. Et grosso modo, j'aurais pu être chef d'entreprise très vite, moi. Voilà, et ça, c'est encore une autre difficulté. Non, mais bien sûr. C'est pas bien le monde sûr. de la musique. Je veux dire, le monde de la musique. En plus, de nos jours, c'est difficile de. Non, puis j'aurais eu un beau professeur quand même. Mon père, il m'aurait pas lâché comme ça. Donc voilà, j'avais un destin tout tracé, grosso modo. Mais j'ai dit non parce que j'avais pas envie. Voilà. Bon, au début, c'est peut-être aussi une part on a toujours, après quand on réfléchit, qu'on arrive à 30 ans, on se dit putain, je galère bien quand même. Bon, évidemment, moi j'ai de la chance, je galère beaucoup moins que certains. Et voilà, et je remercie le bon Dieu tous les jours. Mais t'as gagné de l'argent là, mais effectivement, bien sûr, c'est une des choses c'est un des gros plus de la Starac. Je veux dire, faut pas être. Ils te font le chèque tout de suite à la sortie de l'émission? Non. C'est des salaires, donc c'est imposé dessus, c'est pas un gain de jeu. Voilà, première chose qu'il faut savoir. Donc il y a une grosse différence entre ce que tu gagnes et ce que tu gagnes vraiment. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des avances de maison de disques. Normalement, quand tu deals un contrat d'artiste avec une maison de disques, t'as une avance contre ton exclusivité. D'accord. Donc là, l'avance, elle est dealée de base parce que t'as gagné le jeu. Voilà. Donc t'as ces avances-là, et si tu t'en vas de ta maison de disque, tu récupères tes avances parce qu'elles sont pas remboursables. Donc c'est quand même de l'argent gagné, c'est très bien, ça m'a permis de vivre pendant un moment et de pas trop me poser de questions. Aujourd'hui, je commence à m'en poser un peu plus parce que je peux pas vivre comme ça éternellement, et puis j'ai investi énormément d'argent dans le matériel, ça va très très vite. Voilà, donc mais effectivement, ça a été un gros plus pour moi. Maintenant, l'entreprise de mon père que j'aurais pu reprendre, je ne regrette absolument pas parce que effectivement, déjà d'une, être chef d'entreprise, c'est pas rien. Et puis de deux, me lever tous les jours en me disant que je fais de la musique, ça reste quand même mon premier petit bonheur, malgré tout. Donc, une dernière question. Oui. Vas-y. On n'a pas posé une bonne question. Bah oui. Comment est Nikos? Parce qu'il est sympa. Attends, Nikos, le monde de la télé. Nikos, il est fidèle à ce qu'on voit de lui sur le plateau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très. Tu le côtoyais que au Prime et encore. On s'est vu un petit peu entre certaines émissions, mais vite fait quand même. Enfin, c'était pas notre pote, clairement. Mais d'ailleurs, t'as encore des liens de cette période avec les gens? Non, mais je pourrais en avoir. Enfin, dans un sens, j'ai rien fait non plus pour entretenir
Parce que j'ai pas envie d'aller les gonfler. Voilà, on n'a pas spécialement de choses à échanger tout de suite comme ça. Si demain je fais un album, peut-être que j'appellerai Nikos pour lui dire tiens, j'ai fait un album, je te l'envoie si tu veux, si ça t'intéresse. Mais ton album, tu vas le faire, il va sortir un jour. Ah oui, je fais tout pour. Tu reviendras nous voir. Je fais tout. Oui, en parler. Complètement. De toute façon, c'est plus facile de nos jours de le sortir sur iTunes et compagnie, non? Ou c'est encore plus de difficultés que chez le disquaire classique? Ouais, oui, non, c'est plus facile, mais bon, en fait, sortir un album, je pense que le milieu de la musique a bien changé et que sortir un album doit plus être une finalité en soi. C'est-à-dire que oui, c'est une finalité de sortir un album dans le sens où c'est accompli, ça te permet aussi toi de te dire j'ai fait ça. Mais au niveau du public, c'est clairement pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la scène, voilà. Et ce qui compte, malheureusement pour nous aujourd'hui, parce que c'est clairement pas évident d'y rentrer, c'est les radios. Ah oui, il y a des formats de radio. C'est clairement pas évident de rentrer en radio, et pourtant aujourd'hui, ça devient un peu Mais tu prends compte des critères radiophoniques quand tu fais de la musique? Mais non, pas du tout. C'est bien ça notre problème. Ouais. Ah oui, c'est que on peut pas. Enfin, par définition, je pense qu'on peut pas. On peut pas faire de la musique avec des contraintes. C'est pas un problème de mathématiques, la musique. Bien que ce soit très scientifique, la musique au départ, mine de rien, les ondes sonores et compagnie, mais c'est clair, la création n'est pas du tout scientifique. C'est quelque chose de. Donc, tu penses que les artistes comme Shame qu'on entend partout avec des morceaux bien typés, c'est une volonté propre ou c'est pas plutôt derrière toute une équipe qui lui dit écoute non, ma belle. Je pense qu'il y a des gens qui ont les recettes après. Pour faire des tubes, soi-disant des tubes. Ouais, pour moi, les tubes, c'est pas ça. Hein. C'est pas quelque chose qui passe en radio 6 mois. Un tube, c'est Karma Police parce que ça fait 15 ans que c'est sorti et on s'en rappelle encore, quoi. Donc, ouais, non, forcément, on est malgré nous influencé. On essaye de ne pas l'être, mais on l'est. Et puis, d'un certain côté, je pense que c'est pas non plus une tare. Il faut quand même pas se fermer à ce qui se passe. On vit quand même avec une réalité qu'il faut admettre. Mais je reste aussi persuadé que récemment, on en a encore eu l'exemple, même si elle est partie bien trop tôt. C'est Amy Winehouse, quoi. Elle a sorti un album qui est une tuerie, et son album, il est produit comme on les produisait dans les années 60. Donc, ça veut bien dire que le son, la prod, comme on en parle aujourd'hui, d'ailleurs, mais ça en me langue fait rire. anglaise. En langue anglaise, donc plus facile à Ouais, mais ça, c'est pas une question de langue. Ça, je pense que c'est. Ils ont la culture de cette musique-là. Donc, c'est presque naturel que ça sorte là-bas, parce que c'est eux qui l'ont inventé, cette musique. Donc, on peut pas leur enlever, quoi. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de croire que si un nouveau Jacques Brel arrivait, entre guillemets, ou un nouveau Léo Ferré, mais en même temps, je suis même pas sûr que ça intéresserait les gens. C'est ça le drame dans notre pays. J'ai l'impression que les gens ne s'intéressent plus. Dès qu'il faut réfléchir, ça devient trop long. Et ça, c'est grave. Donc en fait, on peut pas vraiment en vouloir aux radios si les radios elles-mêmes ont l'impression que les gens, il faut que ça aille vite. Il suffit de voir, j'ai vu des extraits des Energy Music Awards, voilà. Je veux dire, clairement, ils font une programmation destinée à ce que soi-disant le public aimerait. Et en même temps, c'est même pas soi-disant, il suffit de voir les gens dans le public ou même dans leurs audiences, comment ils sont, pour savoir qu'effectivement, des artistes comme tu viens de citer n'auraient absolument aucune écoute chez ces personnes-là. Je pense que ça serait plus compliqué après, je pense que ça peut encore arriver, mais c'est vrai qu'on est dans une. Faut que ça aille vite, de toute façon, de manière générale, dans notre génération, il faut que tout aille vite. Enfin, moi, je vois bien, on a des portables aujourd'hui qui vont 1000 fois plus vite qu'il y a ne serait-ce que 2-3 ans. Et on reste quand même hyper impatient. Enfin, je veux dire, moi, quand mon ordinateur, il démarre pas au quart de seconde, ça m'énerve, quoi, presque, parce que j'ai besoin de faire de la musique, faut que ça, tout de suite. Donc, je pense à un état d'urgence de manière générale, on est tous plus ou moins comme ça. Et puis, en plus, dans la métropole, c'est encore pire. Voilà. Bien, on va passer à la suite, on va faire une petite coupure musicale, tu vas rester avec nous encore une dizaine de minutes, c'est bon, on va parler de l'actualité, justement on va passer à la suite, on va vous passer le titre La Suite de 1995. Tu connais Garo? Non, tu connais pas, toi t'es resté bloqué, ça a été fait chez Twin. C'est vrai? Ouais, ça a été fait chez nous, ça. Ah, tu vois. Voilà. Notre studio. C'est un groupe qui cartonne actuellement, quand même. On sait bien et on les remercie parce que ça nous, mine de rien, ça nous met en valeur aussi. T'es souvent présent aux enregistrements? Et d'ailleurs, je précise que ce groupe-là, mais c'est le groupe de rap de jeunes. Qui casse un peu les codes du rap d'ailleurs. Sont des gens vraiment qui m'ont beaucoup, très agréablement surpris dans leur manière d'être, dans leur
voilà, leur culture du respect, leur culture de plein de choses, qui n'est pas le cas de tous les complexes de rap que j'ai pu rencontrer là-bas, parce que j'en ai rencontré pas mal. Et ils n'ont pas tous ces valeurs-là. Et celui-ci les a vraiment beaucoup. Voilà. Et je tiens à les saluer au passage parce que c'est une valeur qui m'est chère. On leur fait un petit coucou. En tout cas, on va les écouter. 1995, la suite. Radio Clamart.